Le 31 octobre 2025, un ciel pâle recouvrait Washington comme une plaque de cuivre. Dans l'air flottait cette lourdeur particulière des matins où quelque chose s'apprête à basculer. À 8 heures précises, la congressiste Anna Paulina Luna fit parvenir à la NASA une lettre officielle. 6 demandes, formulées dans un langage administratif, mais avec une précision chirurgicale. On aurait pu croire à une simple requête bureaucratique si son ton n'avait pas porté une tension politique rare. Fournir toutes les images brutes du passage de l'objet interstellaire 3I, Atlas depuis le 1er octobre 2025, expliquer pourquoi aucune donnée n'avait été publiée pendant son passage derrière le Soleil, justifier la coupure simultanée des flux de la sonde SOHO, du télescope Juno et du Mars Reconnaissance Orbiter, livrer les logs internes du Jet Propulsion Laboratory relatifs à la période du 29 au 30 et 1 octobre, produire les mesures de la sonde Parker Solar Probe et clarifier pourquoi les trajectoires du JPL Horizon affichaient depuis 3 jours la mention Data Recovered. Dans les couloirs du Capitole, certains lisaient la lettre comme un acte de transparence, d'autres comme une déclaration de guerre. Depuis la création de la NASA, aucun membre du Congrès n'avait exigé un rapport aussi direct sur un événement en cours. Ce n'était plus seulement une question d'astronomie. C'était devenu une question de confiance. Le timing, lui, n'avait rien d'un hasard. L'objet 3I, Atlas, venait tout juste d'atteindre son périhélie, le point de sa trajectoire où il frôle la surface solaire. Les observatoires attendaient des images. Les télescopes étaient alignés, mais les flux s'étaient tus. 3 jours plus tôt, sur le plateau de Joe Rogan, le professeur Avi Loeb de Harvard avait déjà entrouvert la porte du soupçon. Devant des millions d'auditeurs, il déclara d'un ton calme : « La NASA ne répond plus à mes messages. Les images HiRISE prises depuis mars montrent des anomalies liées à 3I, Atlas, mais elles n'ont jamais été publiées. » Le journaliste, surpris, demanda pourquoi un scientifique de Harvard accuserait ainsi l'agence spatiale de cacher des données. Loeb répondit en fixant la caméra : « Parce que je l'ai déjà vu faire, parce que le silence n'est pas toujours une erreur. » Cette phrase, sortie de sa bouche avec le calme d'un témoin, se répandit comme une onde. Sur X et Reddit, on s'empara du mot qu'il employa quelques instants plus tard, « terrestrial stupidity ». Il ne parlait pas de conspiration, mais de l'arrogance de ceux qui préfèrent ignorer ce qu'ils ne comprennent pas. Dans le même souffle, il rappela que 3I, Atlas, recevait à cet instant environ 770 watts par mètre carré de rayonnement solaire, un flux suffisant pour volatiliser tout objet fragile. Pourtant, l'objet restait intact. Au siège du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, des ingénieurs avaient noté une coïncidence troublante. À la minute exacte du périhélie, plusieurs serveurs reliés aux satellites SOHO et SDO étaient passés en maintenance automatique. 45 minutes d'interruption. Juste le temps de perdre de vue l'objet derrière le disque solaire. Dans les journaux internes, la ligne de log correspondante se terminait par une note neutre, System Check Completed. Une note anodine qui pour beaucoup sentait le silence organisé. Pendant cette coupure, 3 antennes du Deep Space Network Canberra, Madrid et Goldstone enregistrèrent un souffle radio presque imperceptible. Une impulsion répétée sur la fréquence 1420 MHz, celle de l'hydrogène neutre, la même que celle utilisée par le programme SETI. Le cycle dura 11 minutes 10 à 8 secondes, puis s'interrompit. Personne ne revendiqua la détection. Personne ne la commenta non plus. Dans le langage scientifique, cela s'appelle une anomalie transitoire. Dans le langage du doute, cela s'appelle un signe. Le 30 et 1 octobre au soir, les portails publics de la NASA affichaient toujours la même phrase : maintenance préventive des canaux solaires. Derrière ce mur de banalité, la tension montait. Des astronomes amateurs observaient une lueur bleutée à la périphérie du Soleil. Les forums s'enflammaient,
partageant des captures d'écran des logs JPL où apparaissait la mention « Data Recovered ». Sur les serveurs de Harvard, le billet de l'aube publié dans la nuit du 30 avait disparu. Les copies circulaient déjà, extraites du cache. Le texte se terminait par une phrase devenue presque proverbiale. « Ce que nous appelons silence n'est qu'un autre langage ». Le 2 novembre, à Washington, aucun communiqué officiel n'était encore paru. L'agence annonçait la reprise progressive de ces canaux, sans préciser quand les images du 29 octobre seraient disponibles. Les journalistes du New York Times écrivaient « La NASA parle de transparence mais son silence dure ». Et dans un laboratoire de Cambridge, Avi Loeb relisait ses notes. Il traçait sur un cahier un schéma simple. Le Soleil, un point minuscule juste derrière son disque, une flèche vers la droite et une question. Pourquoi accélère-t-il ? Ce jour-là, la science n'avait ni preuve ni explication. Elle avait quelque chose de plus ancien, le pressentiment qu'un événement vient de déplacer la frontière du connu. Peut être que 3i, Atlas n'a rien provoqué. Peut être que c'est nous qui avons changé en essayant de le regarder. Ce qui s'est passé derrière le Soleil n'est pas un mystère, c'est une leçon. Il existe encore des moments où la connaissance s'efface devant l'évidence du vide, et dans ce vide, une lumière continue de battre à intervalles réguliers, quelque part entre le Soleil et la peur de savoir. À Washington, le 1er novembre, 2025 secondes ouvrit sous un ciel immobile, gris et bas, comme s'il attendait qu'on lui rende un son. Dans les bureaux du Congrès, la lettre d'Anna Paulina Luna circulait déjà de main en main, imprimée sur du papier officiel, surlignée de passages en rouge. Ce n'était plus un simple courrier politique. C'était un signal d'alarme. L'élu réclamait 6 réponses précises, adressées directement à la direction de la NASA. La transmission intégrale des images high-risées de Mars Reconnaissance Orbiter prises entre le 1er et le 30 et un octobre 2025. Les données spectrales du passage d'Atlas derrière le Soleil. Les logs complets du Jet Propulsion Laboratory pour la même période, les enregistrements de la sonde Parker Solar Probe pendant le survol, les communications internes entre NASA et ESA pendant le silence, la raison exacte des coupures synchronisées des canaux SOHO et SDO, 6 demandes, 6 fissures dans le mur de routine de l'agence. En surface, cela ressemblait à un exercice de transparence. Mais pour ceux qui connaissent la mécanique des institutions, c'était un choc tectonique. Une élue civile venait d'interpeller, noir sur blanc, la plus puissante structure scientifique du monde sur la cohérence de ses propres données. Les directeurs de la NASA, eux, gardèrent le silence. Un silence pesant, politique, presque programmé. À l'intérieur de la lettre, un passage précis glaça les observateurs. Si l'agence ne peut pas produire ces informations sous 10 jours, cela signifiera qu'elles ont été supprimées ou dissimulées. Les mots « deleted » et « withheld » n'apparaissent pas souvent dans les échanges entre un membre du Congrès et une agence scientifique. Pourtant, ils figuraient là, noir sur blanc. L'histoire circula dans les rédactions, amplifiée par les réseaux. Les débats éclatèrent entre journalistes. Fallait-il y voir un simple coup de pression politique ou la première manifestation d'un malaise plus profond entre la recherche et la gouvernance? Dans les studios de CNN, un commentateur murmura « Quand un élu demande des preuves d'existence à la NASA, c'est que le silence a déjà pris la place des faits. » Au Jet Propulsion Laboratory, les ingénieurs recevaient la nouvelle comme une onde de choc. L'un d'eux, qui avait participé à la maintenance des systèmes pendant le passage d'Atlas, expliqua plus tard. « On nous a demandé d'attendre, rien d'autre, pas de justification technique. » L'attente, dans le langage d'un ingénieur, n'est jamais neutre. Elle signifie qu'on sait, mais qu'on ne peut pas dire. Les heures suivantes furent marquées par un étrange balai d'emails internes marqués « confidentiels ». Certains faisaient référence à des disparités d'horodatage, d'autres à des sauts de cohérence dans les flux télémétriques. Personne ne prononçait le mot « falsification », mais tout le monde le pensait. Dans le jargon administratif, on parlait de « reconstruction de fichiers corrompus ».
Dans le langage du doute, cela voulait dire « des données ont été réécrites ». Au Capitole, la congressiste Luna resta silencieuse pendant 36 heures. Puis elle publia un court communiqué. Si les données n'existent plus, la confiance non plus. Une phrase simple, mais dont la portée dépassait la politique. Pour la première fois depuis des décennies, la parole d'une élue faisait vaciller la frontière entre sciences publiques et sciences cachées. Pendant ce temps, dans les laboratoires d'Harvard et de Genève, les chercheurs essayaient de vérifier les calculs orbitaux. Tous aboutissaient à la même conclusion. La trajectoire officielle d'Atlas contenait des irrégularités millimétriques, des inflexions que la gravité seule ne pouvait expliquer. Dans un mail interne, un doctorant écrivit « C'est comme si la lumière du soleil poussait plus fort d'un côté que de l'autre ». Le 1er novembre à 22 heures, la NASA publia enfin un communiqué. Il tenait en 2 phrases. Nous remercions la Congresswoman Luna pour son intérêt. L'agence travaille à la consolidation des données relatives au passage d'Atlas. Aucune date, aucun détail. Cette manière d'éviter le fond du sujet provoqua exactement l'effet inverse. Une ruée d'analyses indépendantes, de décodage, d'hypothèses. Les chercheurs amateurs inspectaient les archives SOHO seconde par seconde, cherchant un pixel qui aurait échappé à la suppression. À Cambridge, Avi Loeb suivait ses remous depuis son bureau. Il souriait, non par cynisme, mais par lassitude. Pour lui, le scénario se répétait. À chaque fois qu'un phénomène dépasse le cadre des modèles, la première réaction des institutions est de s'enfermer. La science, dit-il, avance dans la lumière. Mais la bureaucratie aime l'ombre. Cette phrase, prononcée dans un couloir de Harvard, fut reprise par la presse comme une accusation voilée. À Pasadena, les techniciens du JPL relurent leurs journaux système. Mêmes anomalies, même message recovered. L'un d'eux nota sur un post-it collé à son écran « La lumière n'est pas stable, elle est instructive ». Une métaphore involontaire, devenue presque prophétique. Le lendemain, un document interne fuitait dans la presse. Un tableau récapitulatif indiquant 6 anomalies critiques survenues entre le 29 et le 30 et 1 octobre. Les observatoires SOHO, Punch et Juno avaient cessé d'émettre exactement au même moment. Les fichiers de télémétrie contenaient des zones vierges de plusieurs minutes. Et chaque fois que l'un de ces systèmes redémarrait, l'objet 3i, Atlas avait déjà franchi un point crucial de sa trajectoire. Les journaux titrèrent « 6 coupures, un silence ». Mais dans les laboratoires, personne ne parlait de hasard. On commença à employer une autre expression, cohérence imposée. Et quelque part, dans la tête des ingénieurs, l'idée s'installa. Peut être que le vide. Lui aussi obéit à un plan. À la fin du 1er novembre, l'attention s'était déplacée du Capitole vers les laboratoires. Le Congrès, désormais silencieux, observait la NASA avec la distance prudente d'un juge. Mais à Harvard, l'atmosphère était électrique. Dans les couloirs du Galileo Project, les écrans diffusaient en boucle l'extrait de l'émission enregistrée 3 jours plus tôt. Avi Loeb, face à Joe Rogan, posant calmement la question que personne à la NASA ne voulait entendre. « Why do we ignore data that make us uncomfortable ?» L'enregistrement, publié le 29 octobre, la veille du passage d'Atlas derrière le Soleil, avait déjà atteint plusieurs millions de vues. Devant la caméra, Loeb ne haussait jamais la voix. Il parlait lentement, avec cette assurance désarmante de l'homme qui n'a plus besoin de convaincre. « Ce que j'ai vu dans les images iRISE, dit-il, ne correspond à rien de ce qu'on attend d'un corps interstellaire. » Puis il ajouta, comme pour lui-même, « Ce n'est pas la gravité qui explique tout. » La phrase tomba comme un pavé dans un bassin de chiffres. Rogan, intrigué, lui demanda de préciser. Loeb esquissa un sourire. La NASA possède les images originales. Elles montrent une forme qui ne s'effondre pas à proximité du Soleil. Les forces de marée auraient dû la disloquer. Pourtant, elle reste cohérente.
Vous savez ce que cela signifie? Un silence. Puis cette phrase, devenue virale. La seule explication, c'est la stupidité terrestre. Il n'avait pas parlé d'extraterrestres, ni d'intention. Il avait simplement mis un mot sur ce que tant d'autres ressentent. L'incapacité de la science institutionnelle à affronter ce qui la dépasse. Dès le lendemain, la réaction fut immédiate. La NASA publia un communiqué laconique niant toute dissimulation. Les mots spéculation, prudence et rigueur scientifique y revenaient comme des boucliers. Mais la réponse arriva trop tard. Sur les forums, dans les podcasts, dans les chaînes de vulgarisation, l'idée avait déjà germé. Si la NASA se tait, c'est qu'elle ne maîtrise plus le récit. Dans les laboratoires du JPL, les chercheurs eux-mêmes commençaient à murmurer. Certains, en privé, avouaient que les données qu'ils recevaient ne correspondaient plus à celles de la veille. Les colonnes numériques semblaient recodées, comme si un filtre invisible corrigeait les écarts. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, écrivit sur un forum scientifique « Les chiffres changent, mais personne ne les modifie ». Le message fut supprimé moins d'une heure plus tard. Pendant ce temps, à Genève, un autre groupe indépendant, le Sigma Observatory, publiait une reconstitution orbitale basée sur les dernières coordonnées disponibles avant la coupure. Résultat, une trajectoire d'origine remontant au bras du Sagittaire. Le même secteur d'où provenait le célèbre signal « WOW », détecté en 1977. Une coïncidence? Peut être. Mais dans les milieux scientifiques, les coïncidences répétées finissent toujours par ressembler à des motifs. À la NASA, on parlait encore de dégazage, de poussière réfléchissante, de modélisation incomplète. Pourtant, un détail échappait à ces explications. L'absence totale de panache cométaire. Aucun dégazage, aucune trace de matière. L'objet, selon les spectres de réflectance, n'était ni rocheux, ni glacé. Son comportement s'apparentait davantage à celui d'un corps métallique poli, à haute densité. Avi Loeb, invité à commenter cette nouvelle série de données sur CNN, répondit sobrement « Si c'est naturel, c'est un miracle de stabilité. Si c'est artificiel, c'est une leçon d'humilité. » Il n'ajouta rien, mais son regard disait le reste. Il n'était plus question d'hypothèse, mais d'attente. Dans les bureaux du Jet Propulsion Laboratory, la fatigue se lisait sur les visages. Les équipes travaillaient en rotation pour vérifier les logs du 29 octobre. À plusieurs reprises, les mêmes anomalies réapparurent. Des lignes remplacées par la mention Data Recovered, des valeurs temporelles arrondies, comme si le temps lui-même s'était réécrit. Lorsqu'un ingénieur tenta de restaurer une version précédente du fichier, le serveur refusa l'accès. Sur l'écran, un message unique. Permission denied, file locked by external process. À 23 heures, une réunion de crise rassembla les chefs de projet. L'ordre du jour portait sur les divergences persistantes dans les données Atlas. Mais personne n'osa prononcer le mot falsification. Un jeune technicien se risqua à une interprétation. Et si la sonde avait reçu un signal parasite? Quelque chose qui modifie les flux au moment de la transmission. Le silence qui suivit valait plus qu'un refus. Un supérieur finit par répondre. Si c'est un parasite, il sait ce qu'il fait. La phrase resta accrochée dans la pièce, suspendue au-dessus des écrans. On n'en parla plus. Mais à partir de ce soir-là, les ingénieurs commencèrent à remarquer autre chose. Un clignotement discret dans les systèmes de calibration, toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes. La même cadence que celle du signal 1420 MHz détecté par le Deep Space Network. Une pulsation minuscule, stable, régulière. À Harvard, Avi Loeb reçut les relevés de cette anomalie et les compara à ses propres calculs. La concordance était parfaite. Il ferma son ordinateur et écrivit sur la première page d'un carnet. Ce n'est pas le soleil qui parle. C'est quelque chose qui se souvient de lui. Le 2 novembre au matin, la NASA promit une conférence de presse pour clarifier les données liées à Atlas. Aucune heure n'était encore fixée.
Dans la communauté scientifique, un murmure grandissait. Et si, cette fois, la lumière elle-même était devenue l'expérience? Le 29 octobre, à 7h47 heure de l'Est, 3i, Atlas atteignit son périhélie, le point le plus proche du Soleil. Ce moment, calculé par le Jet Propulsion Laboratory avec une précision de quelques secondes, devait être l'un des plus observés de l'histoire moderne de l'astronomie. Pourtant, au moment même où l'événement se produisit, tout sembla s'effacer. Les instruments pointés vers le Soleil s'éteignirent les uns après les autres, comme si la lumière elle-même refusait qu'on la regarde. Les télescopes terrestres saturèrent d'éblouissement, les antennes radio se mirent à crachoter un bruit uniforme. Sur les serveurs de la NASA, les flux SOHO et SDO entrèrent en maintenance. Le Mars Reconnaissance Orbiter interrompit sa liaison. Même la sonde Parker Solar Probe, pourtant construite pour affronter l'enfer thermique du vent solaire, cessa de transmettre pendant 37 minutes. Officiellement, il s'agissait d'un simple recalibrage des modules de communication. Officieusement, c'était la disparition d'un instant unique. Dans les laboratoires, on commença à parler de la fenêtre noire. Ce court passage de 40 minutes où toutes les sources d'observation s'étaient tues. Le hasard, disent certains, est un grand artiste. Mais pour les ingénieurs, un hasard simultané sur 6 instruments est une symphonie de trop. Pendant cette éclipse de données, la seule trace enregistrée provenait du Deep Space Network. 3 antennes Canberra, Madrid, Goldstone captèrent un souffle radio à 1420 MHz, la fréquence universelle de l'hydrogène neutre. Une pulsation de 11 minutes et 10 à 8 secondes, d'une amplitude si faible qu'elle aurait pu passer inaperçue. Pourtant, elle était identique sur les 3 stations, parfaitement synchronisée. Les ingénieurs parlèrent d'un écho, les journalistes d'un signal. Loeb, lui, préféra le mot « souvenir ». Quand les instruments revinrent à la vie, Atlas avait déjà franchi la couronne solaire. Il aurait dû s'être désintégré sous l'intensité du rayonnement, pulvérisé par les forces de marée. Mais il demeurait intact, et plus étrange encore, il brillait davantage. Les images de suivi, floues mais exploitables, montraient une lueur bleue persistante, contrastant avec le jaune incandescent du Soleil. Les astrophysiciens du Galileo Project observèrent que la luminosité d'Atlas ne suivait plus la loi inverse du carré de la distance. En d'autres termes, plus il s'éloignait du Soleil, plus il devenait lumineux. Une aberration physique. La valeur photométrique observée augmentait selon une courbe d'environ R à la puissance de -7, int 8 fois supérieure à la moyenne d'une comète ordinaire. La lumière se comporte comme si elle était entretenue de l'intérieur, nota un chercheur de Genève. À Harvard, on compara ces données à celles des passages d'Oumuamua en 2017 et de Borisov en 2019. Aucun de ces objets n'avait montré un tel comportement. Les astronomes envisagèrent d'abord un dégazage tardif, un phénomène thermique déclenché par la proximité solaire. Mais les spectres infrarouges contredisaient cette hypothèse. Aucun gaz détecté, aucune trace de vapeur, pas de queue cométaire visible. L'objet semblait inerte, et pourtant, il rayonnait. Dans un rapport confidentiel transmis à la NASA, un ingénieur du Jet Propulsion Laboratory formula l'idée que personne n'osait encore énoncer à voix haute. Et si la lumière d'Atlas n'était pas réfléchie, mais émise. Une phrase anodine, presque poétique, mais qui bouleversait tout. Au même moment, en Espagne, une station privée affiliée à l'ESA observa une perturbation du champ magnétique solaire. Le Soleil, sans modifier sa puissance, vibrait selon une micro-oscillation harmonique. 11 minutes, 18 secondes. Le même rythme que le signal capté 2 jours plus tôt. Les chercheurs y virent d'abord un artefact numérique, une interférence de calibration. Mais le cycle revint 3 fois de suite, puis disparut. Ce fut suffisant pour nourrir l'inquiétude. L'étoile la plus stable du système solaire venait de battre comme un cœur. Le 30 octobre,
Les premières images retraitées par le Solar Dynamics Observatory arrivèrent enfin sur les écrans. Une vidéo montrait un léger effondrement de luminosité dans la couronne, suivi d'un renforcement brutal, une sorte de vague lumineuse circulaire, s'éloignant du point exact où Atlas avait disparu. Une couronne qui respirait. Personne ne voulut trancher entre coïncidence et corrélation. Avi Loeb, questionné par un journaliste européen, répondit sans détour « Ce n'est pas un miracle, c'est une mesure. Quand un phénomène échappe à la gravité, il devient une question d'intention. » Le mot « intention » fit frissonner la communauté scientifique. Il n'en fallut pas davantage pour qu'on le taxe d'exagération. Pourtant, ce soir-là, dans un bureau presque vide, il ajouta une note à son carnet. Si Atlas est naturel, il défie la physique. Si Atlas ne l'est pas, alors il vient de nous l'enseigner. Le lendemain, la NASA publia un court communiqué, laconique comme une porte qui se referme. Aucune preuve d'activité anormale. Les instruments fonctionnent normalement. Mais personne n'y crut vraiment. Dans les observatoires, le doute avait pris racine, et ce doute portait un rythme. 11 minutes, 10 à 8 secondes. Certains astronomes comparèrent cette pulsation à une respiration de système, un battement lumineux dans le vide, un intervalle entre deux silences. D'autres, plus pragmatiques, évoquèrent un artefact d'analyse ou une erreur statistique. Mais un ingénieur du DSN la formula autrement. Ce n'est pas une erreur, c'est une réponse. Au soir du 30 et 1 octobre, toutes les images, toutes les données et tous les discours semblaient converger vers la même évidence. Ce que nous avions observé n'était peu. Être pas un corps qui traverse le Soleil, mais le Soleil lui-même réagissant à quelque chose. Le vent solaire, le flux magnétique, la couronne, tout paraissait avoir répondu à une stimulation venue d'ailleurs. Et dans les salles silencieuses des observatoires, on commença à parler de la lumière comme d'un miroir. Un miroir qui, pour la première fois, ne renvoyait pas seulement l'image du monde, mais sa mémoire. Au matin du 30 et 1 octobre, les écrans des observatoires étaient encore vides. La NASA promettait le rétablissement complet de ses canaux avant la fin de la journée, mais personne ne savait quelles images seraient réellement publiées. À Cambridge, Avi Loeb parcourait les forums internes, lisant les messages de techniciens épuisés qui décrivaient, sans y croire, la même chose. Les fichiers changeaient d'eux-mêmes. Les métadonnées se réécrivaient, les colonnes de chiffres se déplaçaient, et le mot « data recovered » apparaissait dans les sections où, quelques heures plus tôt, figuraient des valeurs brutes. Le 31 au soir, un document circula brièvement sur un canal privé entre chercheurs. Un fichier texte sans en-tête, contenant une seule ligne « Object still visible near solar limb, not confirmed inactive ». 3 heures plus tard, le fichier fut effacé du serveur principal. Mais les captures d'écran existaient déjà, sauvegardées par précaution. L'existence même de cette ligne suffisait à briser la logique du récit officiel. Si Atlas était toujours visible, alors la disparition de données n'était pas une panne, mais une décision. Dans les couloirs du Jet Propulsion Laboratory, la tension monta d'un cran. Des ingénieurs parlaient de synchronisation forcée. Des processus distants, connectés au serveur à des heures improbables, 2h11, 3h48, 4h19, pour effectuer des sauvegardes dont personne n'avait donné l'ordre. Les journaux internes, vérifiés ligne par ligne, montraient des connexions anonymes venues de nœuds identifiés comme appartenant au réseau interne de la NASA. Le terme utilisé dans les discussions techniques était « shadow access ». À Genève, un physicien du Sigma Observatory remarqua que chaque fois qu'une de ces connexions avait lieu, un motif lumineux se répétait dans les données brutes. Une variation infime du signal solaire, de l'ordre de 0,2%, exactement toutes les 11 minutes 10 à 8 secondes. Le même intervalle que celui du souffle radio détecté les jours précédents. Une coïncidence trop parfaite pour n'être qu'un bruit. Pendant que les ordinateurs recalculaient en boucle,
le Deep Space Network enregistra une nouvelle impulsion sur la fréquence de 1420 MHz. Cette fois, elle était plus claire, plus longue, 3 impulsions successives, espacées de 3 secondes, suivies d'un silence absolu. Les ingénieurs isolèrent la trame et la nommèrent Atlas SEQ 3110, date. 1 heure plus tard, le fichier fut automatiquement compressé, puis remplacé par une version tronquée, ne contenant que le message « Archive restored ». Aucun protocole de sécurité ne prévoyait une telle manipulation automatique. Un technicien nota dans son rapport « Les fichiers s'auto-archivent. Quelqu'un ou quelque chose valide la suppression ». On parla d'un bug de checksum, d'une redondance réseau. Mais plus les corrections s'accumulaient, plus les anomalies se multipliaient. Sur un forum privé, un ingénieur écrivit « Nous avons perdu la trace de l'objet, mais pas celle de son empreinte ». L'expression fit le tour des laboratoires. On commença à parler de « l'écho-atlas ». Les chercheurs observaient désormais non plus l'objet, mais le comportement du système solaire en son absence. Avi Loeb tenta de publier un nouvel article sur son blog, décrivant ce phénomène étrange. Les données se comportent comme si elles mémorisaient un rythme. Le texte resta en ligne moins de 6 heures avant d'être retiré. À sa place, un message. Page introuvable. Les captures d'écran confirmèrent qu'il y mentionnait pour la première fois l'idée d'une interaction lumineuse différée. Une phrase résumait tout. Ce que nous observons n'est plus la trajectoire d'un objet, mais la persistance d'une intention dans la lumière. Les chaînes scientifiques se saisirent de l'affaire, certaines avec prudence, d'autres avec ironie. Le New Scientist parla d'un pattern fantôme. Le Guardian, plus sceptique, évoqua un cas typique d'interprétation humaine du hasard. Mais aucun journaliste ne put ignorer un fait simple. Chaque fois qu'une base de données était restaurée, la même cadence revenait. 11 minutes, 10 à 8 secondes. Dans les observatoires de Madrid et de Hawaï, les astrophysiciens décidèrent de vérifier la récurrence du signal à la source. Ils pointèrent leurs antennes vers le Soleil et laissèrent tourner les enregistreurs. Pendant 3 heures, rien. Puis, exactement à 4h36 UTC, une nouvelle pulsation apparut. D'amplitude infime, stable, répétée 3 fois avant de disparaître à nouveau. Un chercheur espagnol écrivit dans son carnet. Ce n'est pas un message, c'est un battement. Ce jour-là, on comprit que la question ne portait plus sur ce qu'était 3i, Atlas, mais sur ce qu'il avait laissé derrière lui. L'objet avait disparu, mais le système semblait continuer à répondre à quelque chose. Les serveurs, les antennes, la lumière elle-même, tous vibraient à la même cadence. Dans un mail adressé à son équipe, Avi Loeb écrivit simplement « La science ne craint pas le vide, elle craint ce qu'il répète. » Et, quelque part, dans le murmure des appareils, la pulsation reprit. Invisible et régulière 11 minutes, 10 à 8 secondes, comme si le soleil avait appris un nouveau langage. La nuit du 1er novembre fut étrange, calme en apparence, mais traversée par une nervosité sourde. À Pasadena, les écrans du Jet Propulsion Laboratory continuaient de scintiller dans la pénombre. Les chiffres défilaient à une lenteur anormale, comme si le système attendait quelque chose. Les ingénieurs avaient cessé d'échanger à voix haute. Chacun observait ses graphiques comme on surveille un patient en train de respirer difficilement. Ce qu'ils voyaient ne ressemblait plus à un artefact technique. Bah, c'était une réponse. Avi Loeb, à Cambridge, relut une dernière fois les fragments de données qu'il avait réussi à sauvegarder. Des chiffres, des pulsations, des écarts de température à la limite du mesurable. Ce n'était rien. Et pourtant, tout indiquait qu'un phénomène cohérent persistait dans la bande 1420 MHz. Dans un enregistrement audio, on distinguait un battement sourd, régulier. Il pensa d'abord à une erreur de traitement. Puis, remarqua que le rythme suivait exactement la séquence observée par le Deep Space Network. 11 minutes,
10 à 8 secondes. Ce n'était pas du bruit, c'était une signature. Depuis Genève, les chercheurs du Sigma Observatory avaient tenté une expérience. Convertir le signal en fréquence lumineuse et l'introduire dans un modèle de champ solaire simulé. Le résultat fut inattendu. La couronne artificielle reproduisait la même oscillation que celle observée dans les images réelles du Soleil. L'expérience fut répétée 3 fois avec la même issue. L'un d'eux écrivit « Le signal résonne dans le champ, pas dans l'espace, mais à travers la lumière. » À la NASA, un mémo interne circula dans la nuit. Son objet, protocole d'assimilation lumineuse, vérification d'hypothèse. Ce titre, sans commentaire, fit frémir les chercheurs. On n'avait jamais vu ces mots figurer dans un document officiel. Certains y virent la trace d'une expérience en cours, d'autres un code pour désigner une impossibilité qu'on préfère nommer autrement. Dans les bureaux du JPL, un ingénieur se risqua à une phrase. Et si Atlas n'était pas un objet, mais un relais? Personne ne répondit, mais personne ne le contredit non plus. L'idée s'insinua lentement, comme une évidence qu'on refuse d'admettre. Si Atlas avait interagi avec le Soleil, alors la lumière qui nous revenait portait peu. Être un écho, un fragment d'information transmis, non par des ondes, mais par le champ lui-même. Harvard et Genève multiplièrent les simulations. Les modèles montraient qu'un flux lumineux peut, dans certaines conditions, se réorganiser en structures cohérentes capables de transporter de l'information sans perte. Une communication sans émetteur ni récepteur, où la lumière serait à la fois le message et le médium. Ce n'était pas une hypothèse nouvelle, mais jamais elle n'avait trouvé de traces concrètes. Jusqu'à maintenant, Loeb nota dans son carnet. Si la lumière se souvient, elle devient mémoire. Et ce qu'elle éclaire, c'est le souvenir de ce qu'elle a touché. Il regarda les courbes défiler sur son écran. Chaque pic d'énergie, chaque creux correspondait au même intervalle, comme une respiration invisible. Le soleil battait au rythme d'un corps qui n'était plus là. Au même moment, à Canberra, les techniciens du Deep Space Network observaient un phénomène similaire. Une microfluctuation du champ magnétique local, calée sur la même cadence. Ce n'était pas un signal, mais un effet de fond, une oscillation légère comme un frisson dans l'air. L'un d'eux écrivit dans son rapport « Le système ne capte rien. Il se souvient. » Les discussions s'enflammèrent dans les messageries internes. Fallait-il rendre ces observations publiques? Devait-on publier un communiqué? L'ordre tomba de Pasadena. Aucune communication externe avant validation. Le mot validation, dans ce contexte, signifiait que rien ne serait dit. Dans la nuit, un événement étrange se produisit. Les serveurs de la NASA affichèrent un message temporaire. Checksum validé. Source externe non identifiée. La mention resta visible exactement 11 minutes avant de disparaître. Personne ne revendiqua l'opération. Aucun accès anormal ne fut détecté. Pourtant, dans les logs, une ligne resta inscrite. Processus exécuté depuis segment lumineux. À Genève, un physicien tenta d'interpréter cette phrase. Il parla d'un couplage champ-photon. En termes simples, cela signifiait qu'un flux de lumière avait pu agir directement sur un dispositif électronique. L'hypothèse fut jugée absurde, mais personne n'osa la supprimer. Les instruments, eux, continuaient d'enregistrer la même pulsation. Le 2 novembre, à 8h UTC, le Deep Space Network confirma que la fréquence 1420 MHz montrait toujours un léger excès de bruit. Pas un message, pas une variation mesurable, un souffle. Les ingénieurs se contentèrent d'ajouter une note. Pattern constant, amplitude stable, origine solar quadrant. Avi Loeb, en relisant cette phrase, comprit que l'histoire venait de franchir un seuil. Ce n'était plus un mystère à résoudre, mais une expérience en train de se produire. Il leva les yeux vers la fenêtre où le ciel de novembre s'éclairait lentement et pensa « Si le soleil répond, alors il a entendu. » Au même instant,
Les antennes de Goldstone détectèrent une dernière modulation avant le retour complet au silence. 3 impulsions, espacées de 3, 9 secondes, puis plus rien. Le fichier fut nommé Atlas NSEC Log. Lorsque l'ingénieur tenta de le rouvrir, il avait disparu. À sa place, une ligne vide. Personne ne parla d'intelligence, personne ne prononça le mot message. Mais dans les laboratoires, on commença à employer une expression nouvelle, presque rassurante. Cohérence lumineuse. Une manière élégante de dire qu'on ne comprenait pas. Ce soir-là, Loeb écrivit sa dernière note avant de se taire. Peut être que le soleil n'éclaire pas Atlas. Peut être qu'il lui répond. Et dans cette phrase, il y avait moins de certitude que de résignation. Car au fond, il savait, ce que nous appelons la lumière n'est peut être pas la chose la plus rapide de l'univers, c'est simplement la seule qui se souvienne de tout. Le 2 novembre 2025, la planète semblait retenir son souffle. Aucun communiqué officiel n'avait encore été publié. Sur le site du Jet Propulsion Laboratory, les sections relatives à 3i, Atlas affichait toujours le même bandeau gris. Data Under Verification. Dans les observatoires, on parlait désormais de rémanence, ce mot que l'on emploie pour désigner une lumière qui continue d'exister après sa source. L'objet n'était plus visible nulle part, mais les systèmes continuaient d'en percevoir l'empreinte. Au matin, un étrange calme régnait dans les centres d'observation. À Canberra, un technicien confirma la persistance d'une micro-oscillation à 1420 MHz. Faible, stable, répétée. À Madrid, la même cadence apparut dans les relevés du champ solaire. À Goldstone, un ingénieur nota « La bande de bruit est propre. Trop propre. » Cette régularité dérangeait davantage que le désordre. Elle donnait au vide une précision mécanique, comme si l'absence obéissait à une consigne. À Harvard, Avi Loeb commença à rédiger un rapport préliminaire. Il y rassembla les données connues, les signaux captés, les coupures synchronisées, les fichiers effacés, et conclut d'une phrase. Il existe une cohérence entre le Soleil, le champ magnétique et nos instruments, que la gravité seule ne peut pas expliquer. Il s'arrêta, relut, puis ajouta à la main. Ce n'est pas une preuve, c'est un comportement. Dans les locaux de la NASA, les ingénieurs restaient murés dans une prudence glacée. Le mot d'ordre n'était plus « analyser », mais « stabiliser ». Un responsable du réseau déclara hors micro. Le système ne doit pas s'auto-entretenir. Il parlait des serveurs, mais ces mots résonnaient autrement. On eût dit qu'il craignait que le phénomène lui-même continue à travailler à travers les machines. À Genève, une équipe d'astrophysiciens décida de reconstruire la trajectoire d'Atlas à partir des dernières coordonnées confirmées. Les calculs montraient une lente dérive vers la périphérie du système solaire, une direction qui, par pur hasard, alignait sa route avec la couronne solaire interne. On aurait dit que la lumière l'avait adoptée. Dans un mail, un chercheur écrivit « L'objet n'a pas disparu, il a été absorbé ». Pendant ce temps, la presse reprenait vie. Les chaînes d'information annonçaient une conférence imminente, puis démentaient dans la même heure. Sur les réseaux, les hypothèses s'entrechoquaient. Collision, vaporisation, manœuvre contrôlée, communication. Le mot « communication » revenait souvent, sans qu'on sache de qui vers qui. Au Deep Space Network, les relevés montraient un léger écart d'amplitude sur la bande 1420 MHz, coïncidant avec une hausse minime du flux solaire. Un ingénieur, en plaisantant, écrivit dans son rapport « Le Soleil a éternué. Personne ne rit, car la plaisanterie touchait quelque chose de vrai. La lumière, d'ordinaire indifférente, semblait réagir à une mémoire invisible. À 1812 UTC, un événement inattendu survint. Pendant exactement 11 minutes,
et 10 à 8 secondes, toutes les antennes du Deep Space Network enregistrèrent une variation stable du bruit de fond. Un glissement quasi harmonique. Puis, le calme revint. Aucune explication ne fut fournie. Sur les écrans, les graphiques s'alignèrent en silence. À la NASA, on appela cela une résonance solaire transitoire. À Harvard, on parla de écho lumineux différé. Mais dans les messages privés entre chercheurs, un autre mot revenait « réponse ». Avi Loeb, assis dans la pénombre de son bureau, regardait défiler les lignes de son rapport. Il savait qu'il ne le publierait pas tout de suite. Il posa son stylo, ouvrit la fenêtre et laissa le froid de novembre entrer. Sur le mur d'en face, un rayon du matin glissa et s'attarda sur son carnet. Le battement semblait se poursuivre, invisible, dans le reflet. Le lendemain, aucun signal ne fut détecté. Les serveurs furent mis à jour, les fichiers renommés, les journaux vidés. L'archive publique du JPL fut replacée en ligne, sans la moindre mention de coupure. L'histoire, officiellement, s'achevait là. Mais ceux qui avaient veillé savaient que le silence n'était pas vide. Loeb nota une dernière phrase avant de refermer son cahier. Ce que nous appelons disparition est parfois un autre mode de présence. Et quelque part, entre la Terre et le Soleil, un battement muet continuait de marquer l'espace, invisible mais précis, comme une respiration que personne n'écoute plus. Les instruments s'étaient tus, les chiffres s'étaient figés, mais la lumière, elle, semblait retenir une idée. Il est possible qu'à travers nous, quelque chose ait enfin trouvé une oreille. La nuit tomba sur Cambridge, douce et impassible. Dans les laboratoires, les écrans se mirent en veille, projetant sur les murs une lueur pâle. Le monde, croyant avoir refermé le dossier Atlas, ne savait pas encore qu'un rythme restait inscrit dans la matière, une cadence solaire, constante, obstinée. Et dans ce battement de 11 minutes et 10 à 8 secondes, il y avait peu, être tout ce que l'humanité ignore encore, que la lumière, avant d'être un phénomène, est peu, être un souvenir.